Bonjour tout le monde, c'est le Critic Man série après film du mois, les séries du mois. Cette fois vous allez avoir le droit à 5 œuvres et je vais essayer de moins bafouiller, ce sera plus agréable. J'ai encore oublié de vous préciser que je fais un magnifique sommaire interactif disponible dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux et celles qui n'ont pas envie de tout regarder, vous pouvez directement choisir les séries qui vous intéressent. On est encore sur beaucoup de séries américaines avec une petite série française au milieu tout de même. Et en dehors de cette série française, on est en mode découverte, c'est que des saisons 1. Attention, on commence avec Weird City de Charlie Sanders et Jordan Peele qui est sorti en 2019. On va être sur du frais frou fra. On est dans un délire. Weird City, c'est donc une ville futuriste dans laquelle nous allons véhiculer en mode série anthologique, puisque donc à chaque épisode, des personnages différents, une histoire différente. Par contre, ce qui est assez marrant et ce qui fait le lien, c'est que justement tout se passe dans cette ville, Weird City, où vous avez un mur. C'est un petit peu schématique, mais c'est fait d'esprexme. Vous avez la haute ville, super stylisée avec du futurisme de dingue, et puis la basse ville, en dessous de la ligne, qui ressemble un peu plus, on pourrait dire, à notre civilisation actuelle. Avec tout de même quelques gadgets, il faut pas déconner, c'est dans le futur. Donc, en tout cas, cette démarcation très nette au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne. Et donc vous êtes étiqueté citoyen de dessus de ligne ou d'en dessous de ligne, et il y en a certains de dessous de la ligne qui arrivent à s'enrichir et qui peuvent vivre de l'autre côté, et ça y est, et maintenant ils sont contents. On est sur quelque chose de plutôt comique, mais par contre en termes de qualité d'écriture d'intrigue, c'est assez hétérogène. Ça me fait un peu penser à Inside Number 9, cette série anglaise dont je vous avais parlé, où il y a une espèce d'insatisfaction à la fin des épisodes où on a une chute et ouais. Alors là on a moins ce suspense de retournement à la fin. J'ai un peu cette sensation de bon, ok, ça avance un peu mollement. C'est un peu long pour arriver à ça, d'accord, ouais. Je dirais que les quelques épisodes qui peuvent fonctionner, c'est une série quand même très courte, hein. Total, ça dure peut-être 3 heures, ça doit être 6 épisodes de 20 minutes, quelque chose comme ça. C'est ceux qui sont un peu plus délire, on en a un notamment avec Michael Cera. Côté un peu plus creepy, vous voyez, c'est-à-dire un peu bizarre mais malsain. Mais quand même, il y a une dynamique dans la façon dont les intrigues avancent, qui est un peu, je sais pas, qui est lente, où il y a une espèce de truc de cliché, qui fait qu'on voit très bien le truc venir, donc avancez, là, c'est bon, vous avez pas besoin de passer par tout ça, si vous voulez, on est en 2019. Donc le concept est un petit peu marrant, mais finalement, c'est un peu chiant. Donc c'est 2 étoiles, je vous la conseille pas, honnêtement. Il y a tellement de séries, c'est pareil. Ne vous embêtez pas avec Weird City. J'irai pas tester la saison 2, pour tout vous dire, voilà. Changement un petit peu de lumière, on a changé de spot, c'est la même marque, donc je suis soucieux. J'allais donc ensuite vous parler de Russian Doll, de Leslie Headland, Natasha Lyonne et Amy Poehler, la fameuse comédienne. Nous suivons le destin d'une jeune femme, c'est son anniversaire, elle est chez elle, comme ça, sort de sa salle de bain. Elle rejoint ses amis, bon anniversaire, il y a une petite fête, etc. Je sais pas moi si je peux vous dévoiler ou quoi que ce soit. Non, comme d'habitude, je vais vous le faire en mode je ne vous dévoilerai pas. C'est une série que je vous conseille plutôt. Donc, à la limite, vous pouvez aller à la série suivante et découvrir totalement ce que je vous conseille. On est face à une femme qui se retrouve obligée d'un petit peu de repenser à sa vie, à ce qu'elle essaye de faire, ce que signifie sa façon de vivre, son histoire avec son ex, de revoir sa vie en fait, de faire une espèce de bilan en quelque sorte. Et notamment elle est amenée à rencontrer quelqu'un qui est un peu dans la même idée de vouloir revoir sa vie, mais lui il est plus contraint, forcé, il aimerait bien en fait ne pas faire cette espèce de bilan entre guillemets. En tout cas leur rencontre fait que hop, ils ont... Et ça relance, si vous voulez, quelque chose. Comme peut souligner le titre, Russian Doll, les poupées russes. Dedans, il y a autre chose. Ah bah, il y a encore... Ah bah oui. Et bah, il y a un peu cet effet, justement, dans la série. Ouf, heureusement, parce que sinon, le titre aurait été complètement con. Et cet effet un petit peu de mystère qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est justement ça. Cette sensation presque d'enquête. On suit ce personnage qui... Mais merde, essaie de comprendre certaines choses. Et du coup, bah, nous aussi, on est là à se dire... Putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Et je trouve que c'est pas mal de faire une enquête sur plusieurs angles. Alors, il y a peut-être un ralenti, mais c'est pareil, c'est une série pas très longue, hein. Ça doit être encore des 20 épisodes, enfin 6 épisodes de 20 minutes. Ça peut presque se regarder comme un film, ça fait 3-4 heures max. Et je trouve les personnages sont pas mal. Ils hésitent pas à aller assez loin, je dirais, dans la caractéristique. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des personnages qui hésitent pas à être désagréables ou être vraiment maniaques, obsessionnels. Mais d'une façon un peu réelle. C'est que par exemple, sur quelqu'un de maniaque, ça va être le truc qui le caractérise, ça va être bloqué là-dessus. Là, la façon de le découvrir, justement, on commence pas par cette caractéristique-là, ce qui fait qu'on se fait une première image, et on rajoute cet élément dans un deuxième temps. Et ça permet justement de rester ouvert au personnage, à essayer de comprendre, d'avoir plus d'empathie potentiellement. Et c'est malin, et là ça montre comment dans une fiction, et même dans la réalité d'ailleurs, la façon de découvrir quelqu'un
l'ordre dans lequel on apprend des informations sur lui est important. Si tu rencontres quelqu'un, on dit c'est un serial killer, tout de suite c'est bloqué. Si tu rencontres quelqu'un, tu apprends un peu à le connaître, après on dit c'est un serial killer, bon, ça n'empêche pas de ne pas ignorer cette information-là, bien entendu, il faut toujours regarder derrière soi, on sait jamais, il y a un couteau, quelque chose qui traîne. Mais pour autant, tu peux peut-être rentrer un petit peu plus dans l'humain, tu peux peut-être être un tout petit peu plus ouvert à comprendre pourquoi il en est arrivé là. Donc c'est une série qui arrive, vous voyez, il y a l'aspect énigme et l'aspect quand même personnage, une assez chouette galerie de personnages, une ambiance aussi assez particulière, c'est quand même une série qui a sa personnalité, atmosphère assez nocturne qui est chouette. Pour le coup, moi je vais suivre la deuxième saison, j'ai bien hâte de voir, je me demande si ça peut continuer longtemps, en tout cas je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la deuxième saison, il y a un truc sur la fin qui est vraiment très chouette, il m'a fait une putain de sensation, même si je kiffais déjà avant, il n'y a même pas besoin de ça, mais donc 4 étoiles, je vous conseille Russian Dolls, carrément. On le fait sans télécommande, ça marche quand même, on s'en fout. Et on en arrive à la série française Irresponsable, saison 2 de Frédéric Rosset et Camille Rosset, qui est sortie en 2017, c'est assez récent quand même. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une série comique qui était sortie pour la première saison que j'avais découvert en 2015. Généralement, si on n'enchaîne pas tout de suite une deuxième saison, bon bah c'est que c'est foutu, ça n'a pas assez marché, et il y a peut-être eu sur un peu plus de long terme, ils se sont dit bon bah, ok, ça a eu un petit effet à retardement, on va faire une saison 2, et je crois que la saison 3 est commandée. En tout cas, on continue de suivre ce jeune homme, je sais même plus comment il s'appelle, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, qui est un peu irresponsable, c'est un adulte un peu encore ado, il vivait chez sa mère, ce genre de choses, mais qui donne un peu la tonalité, la personnalité au film, puisque lui-même a une certaine personnalité, une espèce de nonchalance comme ça qu'il impose autour de lui, et en même temps qu'il se rend compte de certains de ses travers et qu'il essaie d'améliorer un peu la situation. Donc la première saison, elle avait un peu mis de temps à trouver une espèce de son rythme en fait et sa tonalité. Au début, je trouvais ça un peu flambeau, et puis sur la fin, j'avais quand même trouvé ça très chouette. Un petit truc, c'était devenu un petit peu plus émouvant, etc. Et ça repart là-dessus. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que ça fait 2 ans et hop, tu retrouves tout de suite. Donc c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été attrapé, vous voyez, puisque tu retrouves cette sensation de ah, c'est irresponsable. Par contre, je la trouve un peu plus, vous voyez, je vous fais des signalétiques. La première, en fait, elle montait comme ça d'intensité au fur et à mesure. D'ailleurs, on peut peut-être le faire plutôt comme ça. Ouh. Là, il y a un peu ce truc. Il y a l'arc narratif des yeux qui est un peu chianto. Donc je crois que c'est le 2e épisode où ils ont essayé de développer cette histoire, ça marche pas. C'est trop long les scènes. Personnage du yeux. Pourtant Sam Carman c'est un bon acteur, mais soit c'est le personnage vraiment lui-même qui est pas très intéressant, soit c'est sa dynamique avec les autres. Il y a un truc fatigant en fait. Donc ça c'est dommage. Après il y a d'autres choses qui heureusement commencent à marcher. Et puis il y a une idée qui me plaît bien moi sur ce que ça veut raconter. Bien sûr je vais pas détailler. Je suis pas là pour faire une espèce d'analyse où je raconte tout et je spoil. Donc Irresponsable, c'est sympa, après c'est pas une série de ouf non plus. On est sur du 3 étoiles, vous voyez, c'est le truc sympa, agréable. Si vous vous êtes laissé tenter et que ça vous a plu, voilà, c'est le truc, t'enchaîneras la saison d'après quoi. Nous sommes de retour aux États-Unis pour la série Forever de Matthew Bart et Alan Yang qui est sortie en 2018. Il s'agit de l'histoire d'un couple qui s'aime. Ah ouais, c'est pas très passionnant. Ils sont dans cette espèce de petite routine bonheur en quelque sorte. En tout cas pas malheur, mais ils sont là, ils sont bien. Heureusement, un événement va changer un peu la donne. Et on se dit, parce qu'au début quand même, on s'ennuie, on se dit ah ça y est, les choses se transforment. Et il y a un nouvel élément, qui est censé redistribuer, et en fait je trouve que ça casse complètement la dynamique du truc, et ça ramène au tout début, finalement ça change rien, comme je disais cette espèce de bonheur routinier, moi dès le début je le sens en mode, en fait vous vous faites un peu chier quand même ou pas? J'arrive pas à savoir, et j'arrive toujours pas à savoir mais à part avoir vu la saison en entier. Alors si bien sûr la série apporte des réponses, mais il y a un truc dans le jeu de cette comédienne, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, qui joue donc la daronne, c'est cette espèce de truc, quand elle est contente, on se demande si c'est pas juste une résignation. Alors est-ce que c'est parce que c'est sa façon de jouer le truc, ou est-ce que c'était ses instructions? Mais alors du coup, c'est pénible. En tout cas, pour résumer, c'est chiant à mourir. C'est ultra chiant, ultra plat. Tu fais putain, il se passe tellement rien dans les épisodes. Oh là là, vous voulez raconter juste ça? Je vais quand même rien dévoiler, mais il y a une utilisation un peu d'éléments d'intrigue, comme je disais, qui n'ont aucun impact, et ça raconte rien en fait. C'est-à-dire que tout le dispositif qui est mis en place, tu peux l'enlever. Ça ne change rien à l'histoire. C'est juste, ça permet peut-être de donner une sensation de on se fait moins chier, mais en fait c'est complètement factice. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprenez ce dont je parle. J'espère, sinon c'est que je suis devenu fou à cause de cette série. En tout cas c'est du 1 étoile, c'est chiant, ne regardez pas ça franchement. Même si vous entendez pas, c'est spécial, non c'est juste nul.
Et enfin, j'ai vu Mars de Ben Young Mason et Justin Weissman, qui est sorti en 2016. C'est encore une saison 1, c'est encore une série américaine. Ah, moi, c'est quelque chose qui me fascine un peu. On avait eu la série Mission, la série française Mission, qui a eu une saison 2. Je crois qu'elle va bientôt débarquer. J'ai bien hâte de la voir aussi. Je vous en avais parlé. Je vous la reconseille une deuxième fois. Et donc, Mars, c'est donc les humains qui essaient de coloniser la planète rouge, la fameuse. Et ça commence justement à ces derniers préparatifs avant de l'expédition. Mais ce qui est assez marrant, et moi je le savais pas, donc je l'ai découvert au début, ça m'a fait une petite sensation, mais je vais être obligé quand même de vous le dévoiler, c'est pas une surprise de ouf, mais c'est que la série, elle a deux temporalités, une en 2016 et une en 2037, quand il y a cette fameuse mission qui est lancée. Et quand on revient en 2016, en fait, c'est la réalité, ce sont des vrais scientifiques qui parlent des problématiques qu'il y aurait à résoudre pour aller sur Mars. Et cette juxtaposition fiction-réalité, au début j'avais pas compris, hein. Par contre, à un moment je vois Elon Musk, le patron de SpaceX, notamment, bah c'est le vrai du coup, et c'est là que j'ai commencé à tilter que, ah oui non, d'accord. Parce que quand il y a les mecs de la fiction qui parlent, parfois face caméra, il y a les mêmes intitulés, biologiste, je sais pas quoi. Ça c'est un peu marrant, et c'est ce qui fait tout le sel, je trouve, de la série, cette dynamique. D'un côté, on voit de façon fictionnelle les gens essayer de coloniser Mars, et de l'autre on entend parler, les mecs qui font, ouais là on en est à ça, il y a telle problématique, on s'était pas rendu compte que, etc., etc. Bon, en vrai, la partie documentaire, c'est la plus intéressante. Parce que le problème, c'est que le côté série est un peu cacaboudin. Je trouve ça mal foutu en termes de dramaturgie, c'est assez raté en fait, des espèces de... Parfois ils tentent des suspens, mais tu le ressens pas du tout, et du coup tu sens qu'on essaie de te faire un suspense et que ça marche pas, du coup c'est un peu gênant quoi. En fait je trouve que ça va trop vite. Alors j'imagine que pour les besoins, vous voyez, de l'écriture entre la fiction, on l'avait mise là, hein, la fiction et le documentaire, il y avait besoin de telle étape. Quand ils ont écrit, je pense, toute la partie donc doc, là ils avaient des idées de on va parler de ça, on va parler de ça. Maintenant il faut qu'on trouve, fictionnellement parlant, quelle situation on peut mettre en termes d'action, etc. pour illustrer ça. Et je pense que c'est le problème, c'est que c'est un peu trop illustratif, vous voyez. Et ça va trop vite, il y a notamment un moment une ellipse, je suis mais non, tout ça j'avais envie de le voir, moi je veux pas que ce soit ellipsé. Donc il y aurait juste la partie fictionnelle, ça serait presque affligeant. Comme je dis, ça va trop vite, c'est-à-dire que du coup les personnages, on n'a pas trop le temps de les connaître, il y a assez peu de personnages quelque part qui ressortent du lot, ça fait un peu cousu de fil blanc quoi. Mais l'idée quand même de ce concept des deux systèmes en parallèle, c'est assez chouette. C'est pour ça que je reste à 3 étoiles, il y a un côté moyen, mais en même temps j'ai bien envie de voir la saison 2. Et je pense que si ça reste aussi moyen, j'arrêterai là par contre. Ils auraient presque dû se mettre à 2, parce que là c'est National Geographic, donc ils doivent être plus intéressés par la partie documentaire. On sent complètement que ça fait partie des éléments pour créer un imaginaire collectif positif vers Mars. L'opinion publique va être très importante dans l'aide quelque part pour monter ces nouvelles missions vers Mars, parce que là on sent qu'il y a plein de personnes qui ont envie. Quand on est allé coloniser, ils parlent de ça d'ailleurs, quand on est allé coloniser la Lune, ça devait être censé être juste une rampe de lancement quoi, c'était le début, et puis on s'est arrêté, et l'opinion publique a joué un rôle là-dessus. Et donc je me demande qui a commandé cette série quelque part, d'où vient l'idée, est-ce que c'est la NASA, les programmes européens qui veulent pouvoir relancer ça, qui se sont dit il faut qu'on prépare le public, qu'on lui montre les difficultés, qu'on lui montre l'intérêt aussi de faire ça. Ça c'est assez intriguant. Et donc ce côté aventure humaine, voilà, c'est pour ça que moi il y a quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de voir la deuxième saison, malgré, comme je disais, les faiblesses de la partie fictionnelle. Je vous aurais prévenu. Et ben voilà pour les séries du mois, je remercie infiniment les tipeurs. Merci à vous de ce soutien concret, très concret. C'est important, mine de rien, même mentalement, pour garder le courage de continuer à développer d'autres projets, parce que bien évidemment, la Critic Man, c'est on pourrait dire la partie émergée de l'iceberg. Mon métrage que j'ai balancé sur la chaîne, c'est des choses un peu invisibles. Je vais redévelopper de la fiction, etc. Bref, merci à vous, et pour ceux qui n'ont pas sauté le pas, vous pouvez considérer l'idée. Un petit euro comme ça, mais mensualisé. Voilà, ça permet de projeter vers le futur, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Bref, j'espère vous proposer de nouvelles choses d'ici peu. En tout cas, bonne série à vous et à très bientôt pour un prochain Critic Man. Et la prochaine vidéo, normalement, c'est un Toutes les idées, le fameux podcast où on écrit justement des films rocambolesques avec Timothée. Bisous tout le monde! Truc qui est mal branché ou quoi? Là, mon truc de LED n'est pas en train de mourir parce que ça coûte cher cette merde. Croise-doigt, croise-doigt. Non! J'ai peur. Oh. Oh non! Ah, sinon on est dans le noir complet, hein, vous avez vu ça? Pas si longtemps que ça que je l'aime. Merde. Voilà pourquoi les tipeurs peuvent m'aider. Je vais mettre un énorme coup de poing dedans là. En fait, il y en a la moitié qui s'éteignent une fois sur deux.